Bonsoir à tous, je suis Annie Mbole-Essiane. Je vais vous présenter le projet de transformation digitale au ministère de la Justice du Cameroun. Le projet a débuté en 2004 et visait entre autres l'automatisation des procédures. Il a commencé avec l'élaboration d'un schéma directeur informatique. Et ce schéma directeur était notre boussole pour circonscrire le périmètre du projet et permettre de prévoir le budget qui allait nous permettre de le réaliser et déterminer la durée. Avec ce schéma directeur, nous avons automatisé certaines procédures, notamment la gestion du registre du commerce et du crédit immobilier, qui permet aujourd'hui la génération automatique du numéro du registre du commerce et du crédit immobilier, la délivrance du certificat de non-faillite, la délivrance du certificat de non-exclusion des marchés, entre autres. La deuxième procédure qui a été dématérialisée, c'est la délivrance du certificat de nationalité. Vous aurez votre certificat de nationalité si vous répondez aux normes selon les articles de la loi numéro 1968/LF/3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise, notamment les articles 6 et suivants. Une autre procédure qui était importante à dématérialiser, c'est la gestion du casier judiciaire, avec l'enregistrement des condamnations et pour les détenus, l'enregistrement des remises des peines décrétées par le chef de l'État. Après enregistrement de ces informations, vous avez automatiquement la délivrance de l'extrait numéro 2 de votre casier judiciaire, la délivrance de l'extrait numéro 3 également de votre casier judiciaire qui est un document personnel. La gestion des procédures judiciaires dans les juridictions, aussi bien au siège qu'au parquet, a également été faite, notamment l'enrôlement des affaires, qui va permettre la génération des rôles d'audience dans toutes les sections, en matière criminelle, en matière civile, en matière commerciale et sociale, pour ne citer que celle-là. Un autre volet important de la dématérialisation est au niveau du parquet, parce que la plupart des justiciables commencent leur procédure au parquet avec des plaintes qui vont être enregistrées, ensuite parfois diligentées chez les officiers de police judiciaire et on va consigner les PV qui en sortent. Et enfin, on va vous créer des dossiers administratifs qui vont retracer votre parcours judiciaire. C'était un peu là ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Je vous remercie. Ok, mesdames et messieurs, bonjour. Merci, nous allons partager ensemble ma contribution scientifique qui est intitulée « Proposition de réduction de la consommation d'énergie entre les objets connectés utilisant le protocole MQTT ». En fait, en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir? Nous allons définir ce que c'est les objets connectés. Les objets connectés peuvent être définis comme étant des objets intelligents qui peuvent communiquer entre eux ou par l'intermédiaire d'un réseau. Sachez que ce concept est utilisé dans l'administration en ligne, dans la santé, etc. Dans cet article, nous proposons une solution d'optimisation de la consommation d'énergie. En fait, c'est un travail qui avait été fait par un groupe où ils ont parlé du protocole MQTT. Apparemment, ce protocole est un protocole qui souffre de problèmes de saturation. Maintenant, pour résoudre ce problème de saturation, il fallait donc le combiner à un autre protocole afin donc de résoudre ce problème de saturation. Et ce véritable problème de saturation, c'est quoi? C'est l'optimisation de la consommation d'énergie. Maintenant, en introduction, après avoir défini ce que c'est les objets connectés, il faudra retenir le véritable problème des objets connectés, c'est leur hétérogénéité. Le fait qu'ils partagent des technologies et des algorithmes différents. Donc, c'est un problème que nous allons devoir résoudre.
Dans cet article que nous proposons, nous allons donc combiner donc ces deux protocoles, le protocole MQTT et le protocole COAP. Maintenant, l'état de l'art. L'état de l'art, au niveau de l'état de l'art, nous allons donc faire mention de ces deux protocoles. Le protocole MQTT qui fonctionne sur le mode Publish Subscribe et le protocole COAP qui fonctionne selon le mode client-serveur. Maintenant, en ce qui concerne donc le protocole MQTT, sa faiblesse, c'est laquelle? C'est le fait que ce protocole a un courtier qui tourne à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un client qui veut donc émettre un message, il est obligé de mettre cela dans un topic. Et le broker est en train de tourner. Sachez que le temps que le broker est en train de tourner fait en sorte que quand nous avons un grand nombre d'utilisateurs, le temps joue. Et retenons qu'il est quand même largement utilisé dans le cadre des objets connectés. Voilà comment se présente l'architecture MQTT. Nous avons d'un côté un client qui publie donc, dans le topic. Et maintenant, le courtier qui est le MQTT est en train de tourner. Et de l'autre côté, un autre client peut souscrire au topic pour pouvoir donc accéder à ces données. Raison pour laquelle nous insistons sur le fait que le broker est un facteur qui ralentit ce protocole. Maintenant, le problème c'est lequel? Le problème que nous voulons résoudre, c'est la saturation du protocole MQTT. Maintenant, sa résolution consiste à faire quoi? Consiste donc à le combiner avec le protocole COAP. Voilà la méthodologie que nous allons adopter. La méthodologie consiste à faire quoi? Consiste à utiliser donc un travail qui a été déjà fait, qui consiste à utiliser la passerelle ALSG. Voilà comment se présente la passerelle. La passerelle est constituée donc des capteurs d'un côté et de l'autre côté les différents services. Maintenant, au niveau des capteurs, si un client veut émettre par exemple un message, peu importe donc le protocole utilisé. C'est pour cette raison que je me suis basé donc sur cette architecture pour proposer la mienne. Voilà donc l'architecture que j'ai proposée. Et cette architecture fait en sorte que même si un client MQTT veut émettre un message, le broker n'a plus de problème de tourner à chaque moment. Cela va se faire comme si on était dans un système client-serveur. Maintenant, les résultats. Comme résultat obtenu, c'est quoi? Le broker ne sera plus dans l'état toujours activé. Donc, le broker ne va que répondre au cas où il y a une requête qui a été injectée. Voilà de manière plus détaillée le résultat que nous obtenons. D'un côté, nous avons la consommation énergétique du protocole COAP. Au milieu, nous avons la consommation énergétique du protocole MQTT. Et à ma droite, nous avons la consommation combinée de ces deux protocoles. En fait, pourquoi insister sur le protocole MQTT? Nous avons insisté sur le protocole MQTT parce que ça fait l'objet d'un travail d'un groupe qui a travaillé sur ce protocole et a mentionné certaines de ses faiblesses. Raison pour laquelle je me suis donc appesanti sur ce protocole pour chercher de résoudre ce problème de consommation d'énergie. Mesdames et messieurs, pour conclure, sachez que vous venez de voir ma contribution scientifique qui consiste à faire quoi? À réduire la consommation énergétique dans le protocole MQTT, c'est-à-dire les objets utilisant le protocole MQTT en le combinant avec le protocole COAP. Je vous remercie. Good morning, everybody. I'm going to do a brief presentation on Cameroon. As you all know, this video is just an elaboration
for practice purposes, so it's not elaborate. So I'm going to begin. My video just has 3 points: the country overview, the cultural diversity, and a few ICT projects. And so Cameroon is located in Central Africa and has a population of approximately 25 million inhabitants over a land surface of 475.44 kilometers squared. Cameroon has 10 regions, and we use basically 2 languages, French and English. As you've noticed, we both speak French and English. Our 2 major regions are Yaoundé and Douala, and our currency is the franc CFA. The minimum wage, which we generally call the SMIC, is about $67.39. Our flag is green, red, and yellow with a star in the middle. The green signifying the forest, the red and the yellow signifies unity and unification. Then the star shows that we are one nation. And now, concerning our cultural diversity, we have 2 main religions in Cameroon. We have the Muslims and the Christians. The Christians take a lion's share of the population of the religion, which is 69%. The Muslims or Islamism, they come with 21%, and the other religions and atheists occupy 10%. Now, for the kind of foods you can find in Cameroon, we have ndolé, we have koki, we have ero, and we have mbongo. Now, all of these foods come from the various regions that are found in the country. And now, continuing with the cultural activities, we have dances like the Ngon, which is a representation of the Bamoons. We have Po for the Bakoko, the Bassas, and the Betis. And then we have the Ngondo for the Doualas, as you can see, the first, second, and third picture respectively. Now, for the places which you can visit in Cameroon if you come for tourism, we have our Reunification Monument, we have the Waza Park, we have the Lobe Falls, and we have the Hanging Bridge, which are found in between around the Corrupt Pact. Now, concerning ICT, we have 3 mobile operators in Cameroon. We have the principal operator, which is Camtel, and then we have MTN and Orange. The capacity that we use for mobile telecommunications is the 4G network to provide data. And apart from that, we have a couple of projects which are going on. We have a submarine cable, we have the WAX, the main one, and the others. And we have a penetration rate of 43.9% since January 2024. Now, this penetration rate is a representation of the population and the number of people which use internet services. For now, we have about 12 million people which who use internet service. When you take it and you divide by the population, you see that we have about 43.9%. The major projects which are being carried out now in Cameroon by the Ministry of Posts and Telecommunications, we have the NBN, which is the National Broadband Network. We have RNTU, which is the Réseau National de Télécommunications d'Urgence and Emergency Telecommunication Network. We have the e-government project, which is one reason why we are here. And then we have SEDIC. So thank you for your attention, and thank you. History of chlorine is presented by Ajige Doris from the Prime Minister's Office. The briefs of chlorine. Chlorine was discovered in 1774 by a Swedish chemist, Karl Helmer Schellen. Schellen produced chlorine by the combining hydrochloric acid with the mineral ferrocite.
also known as micronite, also known as manganese dioxide. Now we go to the position of chlorine in the periodic table. The periodic table is a table that represents the elements of and chlorine is found on period 2 of the periodic table and in group 7. We go further to explain the physical properties of chlorine. Here, chlorine, it has many physical properties. It has a symbol of Cl. It has also, chlorine is an atomic number of 17. Chlorine has a boiling point of 34.7. Chlorine also has a crystal shape. Furthermore, chlorine has a molecular, the molecular structure of chlorine is ClCl. That you see that is doing a covalent bonding. I further go to chemical property. Chlorine also have chemical property. I just cited one of the chemical properties of chlorine. Chlorine bonded with 2 oxygen to form chloro-dioxide. And they have a bonding strength of 117.9 degree and 1.4 degree. Now we go for the uses of chlorine. They have the following uses of chlorine. Chlorine is used as a disinfectant. Chlorine is used as a bleaching agent. Chlorine is also used as, chlorine is also used to produce chlorine is also used to produce cleansing agent, productive agent, and even chemical disinfectants. Thanks for watching. Thank you for your attention. I would like to present you the economic potentials of Bafut subdivision by myself, Walter Ajambanichu, who is a councillor and the president of the Agriculture, Women's and Empowerment Commission of the Bafut Council. You know, Bafut is located in the Mezam division. It is one of the subdivisions of Mezam division, and it is headed by Paramount Fon Abumbi. I'll give you this presentation following this outline: the administration, the economic activities, and the investment potentials. The administration, as you know, Bafut is just 18 kilometers from Bamenda, the northwest region. Capital city, it's about 450 kilometers square. It has about 200,000 inhabitants with 66 villages. The council has 35 councillors, a mayor, and 4 deputy mayors. Bafut, the connectivity and transport is a little bit poor, but naturally it is rich because the river Mezam cuts across Bafut. And Bafut is connected to Bamenda by a road which is not really of good aspect as of now. Bafut is privileged to have an airport which is functional. Those are some of the transport infrastructures in Bafut. Also in agriculture, Bafut grows some very high economic crops: oil palm, rice, ginger, and groundnuts, with so many other crops: cocoyam, forestry products, non-forestry products like Evinja gaboensis, and wood, even the Iroko, you can find it in Bafut. Also in fishing and mining activities, in Bafut Bafut, they produce gravel, sand. The sand they call Wum sand is not really from Wum. That sand is from Bafut. And then the river Mezam gives a lot of fish. In tourism, Bafut is enriched with so many dances. There have been for the Along Festival, the Achu Festival, and the Togo Festival. You know, the Achu Festival, we are going to enshrine Achu in the UNESCO heritage very soon. And then you have some investment opportunities with microfinances, banks, farmers cooperatives. And this is just the end of my presentation. Thank you. You can go to Bafut. If you want to get any investment opportunities, please, you can meet the DO of Bafut, Fonabumbi, or the mayor of Bafut. Thank you for understanding.
Good morning, everyone, and welcome to this short lesson on translation. So, first of all, you have the content of our presentation. As you can see, we'll first of all define what translation is, its key approaches, the common translation techniques. As you see, we are on point 1, which concerns the translation process. Translation is the process of converting the meaning of a written message, that's a text from one language, known as the source language, to another language known as the target language. In fact, the translator must try to find balance between staying true to the original meaning and making a text sound natural in the target language to ensure that the final text communicates the same message, feeling, and tone as the original text. Now we are moving to the key approaches to translation. First, there are two of them. We have a human translation and then there is a machine translation. Human translation is a translation made by human beings with the help of translation tools such as bilingual dictionary, monolingual, or specialized dictionary. And then secondly, we have machine translation. It is a translation using modern technologies such as the internet or any other tool. The third point of our presentation is the common translation techniques or method. There are many of them. We have direct translation or word-for-word translation. We have oblique translation, we have adaptation, we have transposition, and then we have transcreation. The fourth part of our presentation deals with the types of translation. There are here, we can distinguish many types too. We have, depending on the field of studies. We have literal translation, business translation, medical translation, legal translation, technical translation, and financial translation. And then finally, we'll talk about translation technologies. Here, we can have two examples. We have machine translation and then we have Google translation. So we have come to the end of this our short lesson on translation. So the main aim is that translation is a communication facilitation method that helps people bring people together. So thank you very much for your kind attention. Bonjour, merci d'être venu à l'ISMP dans le cadre de ce séminaire d'imprégnation à l'éthique, la déontologie et la rédaction administrative. Pour l'enseignement de ce jour, nous allons nous appesantir essentiellement sur le module introductif. Ce module introductif va comporter plusieurs phases. La première phase étant la présentation des participants. Il s'agira pour chacun d'entre vous ici présents de donner son background. Le deuxième point de ce module introductif portera sur les différentes attentes. Qu'attendez-vous au terme de cette formation sur l'éthique, la déontologie et la rédaction administrative? Nous verrons ensuite les objectifs de notre formation et nous allons dérouler les différents éléments de contenu et d'approche didactique. Mais pour que tout cela se fasse bien, il faudrait définir des conditions de succès et puis, à la suite de ces conditions de succès, avoir quelques informations générales sur le déroulé de la formation. Donc, pour ce qui est du premier point, à savoir le point relatif aux présentations, dans un premier temps, vous donnerez vos noms, vos prénoms. À vos prénoms, vous pouvez ajouter votre petit nom pour qu'on puisse s'appeler en toute convivialité pendant la formation. Puis vos domaines de spécialité. En effet, nous venons d'horizons divers avec des formations diverses et il est question pour nous de pouvoir nous harmoniser. Enfin, nous allons aborder la question de vos fonctions
puisque, eu égard à ce que vous faites au quotidien, il y a des documents précis qui sont adaptés à votre situation. Donc, voilà sommairement présenté, chers participants, la quintessence de ce qui fera notre formation pour cette journée. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci. Bonjour, chers apprenants. Je suis Nga Atouga Roger, enseignant permanent à SUPTIC Yaoundé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder les tableurs qui constituent une des 6 vidéos que nous allons présenter dans la série que nous allons effectuer. En fait, les tableurs font partie de la famille des logiciels d'application qui permettent de traiter les données et de produire des résultats en fonction du contenu souhaité. Pour conduire notre vidéo, nous allons utiliser le plan suivant. En premier, nous allons présenter ce que c'est qu'un tableur. Ensuite, nous allons vous présenter les principaux tableurs qui sont pour le moment utilisés. Et nous allons également aborder les différentes terminologies qui sont les plus abordées. Alors, c'est quoi un tableur? Un tableur, c'est un logiciel d'édition et de présentation des tableaux qui est destiné à manipuler des données organisées dans des grilles formées en lignes et colonnes. Il s'agit bien évidemment des tableaux. Quel est le type de données qui est très souvent présenté? Les données sont contenues dans des tableaux ces données sont sous le format chiffres, sous le format des dates, des chaînes de caractères, des formules de calcul générées automatiquement sur des valeurs et affichées en fonction des données fournies. Alors, le tableur est un outil idéal pour des applications multiples, mais il est généralement utilisé pour des calculs répétitifs ou nécessitant l'encodage des formules élaborées. Il est également utilisé pour la présentation des données ordonnées en ligne et en colonne. Et enfin, on l'utilise également pour la génération automatisée des graphiques, c'est-à-dire qu'on peut, à partir des données qui ont été traitées ou fournies, générer des graphiques sous forme de diagrammes, et ainsi de suite. Les principaux tableurs utilisés aujourd'hui sont les 3 que vous voyez là affichés. Le premier, c'est Excel de la famille Office de Microsoft. Le deuxième, c'est OpenOffice or Calc. Et puis, nous avons les tableurs qui sont fournis par Google dans ses applications de traitement des données. Alors, nous avons les images de quelques tableurs que je viens de présenter, notamment Excel et OpenOffice. Alors, quels sont les domaines d'utilisation des tableurs? Nous pouvons utiliser des tableurs lorsque nous sommes comptables dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine des statistiques, des finances, etc. Nous pouvons également bénéficier des traitements des tableurs, notamment les calculs lorsqu'il faut effectuer des calculs complexes, lorsqu'il faut également faire l'automatisation des activités ou alors des actions, des opérations effectuées sur les données, notamment à travers une automatisation et en utilisant les macros. Alors, un autre avantage qu'offrent les tableurs, c'est la protection des données. Ici, nous pouvons protéger les données déjà fournies par des mots de passe. Ces mots de passe peuvent être en lecture simple ou en lecture et écriture. Pour effectuer cette vidéo, nous avons utilisé notamment le template que nous a fourni gracieusement notre partenaire Koika, et nous avons également visité le site, donc l'URL est affiché ici. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention. Bonjour à tous, je suis Pemboura Kentouma Seïd. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la coordination gouvernementale. Au Cameroun, la coordination gouvernementale repose sur plusieurs éléments essentiels permettant d'assurer la cohérence et l'efficacité des actions de l'État. Les principaux acteurs et organes de la coordination gouvernementale, nous pouvons identifier le président de la République, le Premier ministre,
le Conseil des ministres, les ministères, les secrétaires généraux, les comités interministériels. Le président de la République, il est le chef de l'État et le chef de l'exécutif. Il définit les grandes orientations de la politique nationale. Le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, il est chargé de coordonner l'action des ministères et d'exécuter les directives présidentielles. Il assure également la mise en œuvre des décisions prises par le président de la République. Le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres est l'instance de concertation où sont discutés les grands dossiers nationaux. C'est un cadre de décision sur les politiques publiques et de coordination des actions ministérielles. Les ministères, chaque ministère est placé sous l'autorité d'un ministre qui est responsable de la mise en œuvre des politiques publiques de son domaine de compétence. Placé sous la coordination du Premier ministre qui veille sur l'harmonisation des actions de tous les ministères. Les secrétariats généraux, ils jouent un rôle clé dans la coordination au sein des ministères, assurant ainsi le suivi et la mise en œuvre des décisions et facilitant la communication entre les différentes instances administratives. Les comités interministériels, enfin, pour ceux que nous avons retenus pour aujourd'hui, ils rassemblent plusieurs ministères pour traiter des questions transversales nécessitant des actions coordonnées. Merci pour votre aimable attention. Je reste à votre disposition pour des éventuelles questions. Thank you. Chers apprenants, mesdames, messieurs, je vous salue. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur la stratégie de développement de la fonction publique et de la réforme administrative. La présentation portera essentiellement sur les documents 3 et 4. Les documents 3 et 4, autant pour moi. Alors, le plan de la présentation, il s'agira du rappel du contexte, de l'organisation du travail, de la présentation du document 3 intitulé « Plan d'action prioritaire, dispositif de mise en œuvre et de suivi et évaluation », de la présentation du document 4 intitulé « Projet de déclaration de la politique de la fonction publique et de la réforme administrative ». Il s'agit de la rédaction d'une note de présentation sectorielle. Rappel du contexte. L'élaboration des documents 3 et 4 de la stratégie de développement du MINFOPRA intervient à la suite du document 1 qui avait pour objet de faire l'état des lieux et de poser le diagnostic des actions du sous-secteur. Du document 2 qui devait opérer les choix stratégiques susceptibles de permettre au MINFOPRA de transformer les problèmes en solutions, de tracer le chemin vers l'atteinte des résultats fixés au sous-secteur dans le DSE. Organisation du travail. L'organisation du travail ici a trait à la constitution d'une équipe élargie, regroupant toutes les unités de travail du MINFOPRA, encadrée par une équipe de coordination MINFOPRA et MINEPAD, chargée de faire la synthèse des travaux à répartition en 4 groupes. Un groupe pour 2 programmes qui avait la charge de collecter les données relatives aux différents projets et de les mettre en cohérence, de les évaluer selon leur pertinence afin de procéder à une priorisation des 10 projets pour la période 2011-2013. Les groupes ont également procédé à l'évaluation financière et exploré les sources et financements possibles de chaque projet. Le document 3, plan d'action prioritaire et dispositif de mise en œuvre de suivi et évaluation.
rappelle les orientations stratégiques choisies dans le document 2, propose les priorités d'intervention, exemple, les projets prioritaires du MINFOPRA pour la période 2011-2013, définit pour la période de référence le plan d'investissement, propose un dispositif de mise en œuvre, propose un dispositif de suivi-évaluation, récapitule les informations de chaque projet à travers des fiches signalétiques. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre bienveillante attention. Bonsoir à tous, je suis Jikel Terran Sassa. Je viens vous présenter le cours de génie logiciel. Comment sera conduit notre cours? Nous aurons une introduction. Nous aurons les modèles de développement, c'est-à-dire ici, il faudra faire la différence entre les modèles dits traditionnels et les modèles agiles. Nous passerons aux tests et sécurisation, c'est-à-dire les différents types de tests et les techniques de sécurisation en développement logiciel. Nous allons poursuivre par les démarches de mise en production, les approches de développement et terminer par la méthodologie logicielle. Bonjour, bienvenue chers enseignants, bienvenue chers auditeurs. Nous continuons avec notre série sur le management des organisations. Aujourd'hui, nous parlons de l'environnement de l'organisation. L'environnement de l'organisation, vous le savez, fait partie intégrante des leçons en management et vous savez déjà à quoi renvoie une organisation. L'organisation, n'est-ce pas, on rappelle, c'est l'ensemble de ressources mises ensemble pour atteindre certains objectifs précis. Aujourd'hui, nous parlons de son environnement. Son environnement, aujourd'hui, va renvoyer à tout ce qui est externe à l'organisation et qui entretient des relations d'influence avec celle-ci. Alors, l'environnement, essentiellement, est caractérisé par son extériorité, son influence, son changement permanent, mais aussi et surtout sa complexité. L'environnement a deux principales composantes, le macro-environnement et le micro-environnement. Alors, le macro-environnement, il renvoie à quoi? Au contexte économique, au progrès technologique, au cadre sociopolitique, n'est-ce pas, au contexte démographique, etc., etc. Alors que le micro-environnement, plus proche de l'organisation, lui, va renvoyer aux clients, aux fournisseurs, aux différents groupes de pression, aux partis politiques, à certains mass médias, etc., etc. Ce qui est important et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le manager, le futur manager que vous êtes, on attend des réactions précises face au micro-environnement et au macro-environnement. Ainsi, face au macro-environnement, il est attendu de vous une démarche prospective, c'est-à-dire avant-gardiste, alors que face au micro-environnement, il est attendu de vous une démarche marketing, c'est-à-dire de négociation. C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui et bonjour et à la prochaine. Bonjour, honorables députés à l'Assemblée nationale. La formation qui nous réunit aujourd'hui fait suite à la demande formulée par l'honorable Julien Barra, président du réseau des parlementaires en charge des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, qui a saisi notre administration en cette période de Covid pour initier les parlementaires de la 10e législature à une formation en informatique, précisément technologie de l'information et de la communication. Pour meubler cette formation, nous allons articuler notre exposé sur 3 points. L'impact des TIC dans une entreprise, la notion de système d'information et la notion de système informatique. Pour ce qui est de l'impact des TIC dans une administration,
nous constatons que les technologies de l'information et de l'information et de la communication sont utilisées par un bon nombre de plus en plus important d'employés dans les entreprises. La maîtrise de celle-ci est devenue un préalable à leur recrutement, quel que soit le domaine professionnel. Ainsi, qu'est-ce que les technologies de l'information et de la communication? Les technologies de l'information et de la communication regroupent toutes les techniques utilisées dans l'informatique, les télécommunications ou Internet permettant de produire, de transformer, de stocker ou de transmettre l'information. Quels avantages pouvons-nous tirer des TIC? Une étude a permis de mettre en évidence les principaux points positifs concernant les technologies de l'information et de la communication. Nous avons une meilleure structuration du travail, un accès plus rapide à l'information et un gain de flexibilité dans le travail. Good afternoon, everyone. Good afternoon. For the past 2 weeks, we've been hearing a lot about e-government. And today we are going to, I'm going to talk to you people about the advantages of e-government. Before going to the advantages, I would like to refresh your memories on what e-government stands for. E-government, which stands for electronic government, is defined as the use of electronic technologies such as the internet and mobile applications by government agencies to provide services, to share information, and to engage with citizens. It aims to enhance efficiency, transparency, accessibility, and citizen participation, streamlining public administration and improving service delivery. E-government offers numerous advantages to both government entities and citizens using technology to improve the efficiency, accessibility, and transparency of public services. Some key advantages of e-government are as follows. We have improved service delivery, which is the number one. The first is improved service delivery. Next, we have cost reduction. There is increased transparency and accountability. Better citizen engagement and participation is the fourth. We also have enhanced access to services and digital inclusion. There's improved decision making. And of course, we also have security and fraud reduction. And last, we have improved collaboration and integration. The list is really, really long, but because of time constraint, we are going to end here for today. See you next time. Thank you for listening. Good afternoon, everyone. Today we'll be talking about a report of activities for the content production for the project Enhancing Awareness and Digital Awareness for Capacity Building and Transformation of Public Service in Cameroon. This report will be summarized as follows. We have general objective, different teaching fields, general objective of the teaching programs, and different period of teaching. For a general introduction, we cannot go about talking about a report of content production without talking about the general objective of the project itself. The project itself is all about enhancing the understanding of e-government in Cameroon, to improve the understanding of the policies required for the establishment of Cameroon's e-government, establish the sustainability for supporting e-government establishment within the Cameroon administration. The different fields of teaching that we have general instructor development, we have curriculum development, master instructor development, and content production and subject matter expert.
Before we go ahead, the objective of the teaching programs of content production is all about establishing of competency model and institutionalization, curriculum and content development model, training of instructor and operations of e-government models. All these program schedules are from the 4th of November to the end. Thank you for your kind attention. Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier de renforcement des capacités des personnels du secrétariat permanent à la réforme administrative du MINFOPRA. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la technique de rédaction des documents administratifs, notamment les notes et les lettres administratives. Je suis Madame Mendougafou Esther Nicole, je suis administrateur principal de santé publique, chef de cellule des études de la coopération et des nouvelles technologies du MINFOPRA. Le sommaire porte sur 2 points, les généralités et qui emporte la première partie qui concerne la note administrative et la deuxième partie qui concerne la lettre administrative. Nous n'allons pas nous étaler aujourd'hui car nous avons plein d'éléments à voir aujourd'hui, donc nous allons juste vous parler du sommaire aujourd'hui. La première partie qui concerne la note administrative concernera la première partie sur les définitions et les caractéristiques, la structure d'une note, les différents types de notes, les défauts à éviter et les recommandations. La deuxième partie qui porte sur la lettre administrative, elle sera relative au préalable à une bonne rédaction administrative et à la correspondance administrative. Merci. Chers apprenants, bonjour. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin pour la présentation de ce service particulier qu'est Caution bancaire étudiant. Alors, Caution bancaire étudiant est un service qui a été mis à disposition des étudiants camerounais dont nous savons que la trame de transmission sur l'Europe est extrêmement importante en volume parce que le Cameroun exporte à peu près 25 000 étudiants chaque année, donc à peu près le tiers de ce volume-là sur la seule France. Alors, il faut présenter l'importance qu'occupe la trajectoire d'expatriation des étudiants camerounais en France, en vous mettant en relief ce que représente la France comme destination pour les étudiants. D'abord, la France, c'est 400 000 étudiants chaque année, ce qui est en volume extrêmement important. C'est la deuxième destination européenne après l'Angleterre. Et au milieu de cela, la France accueille 9 000 étudiants camerounais chaque année. 9 000, c'est le sixième contingent africain, ce qui représente effectivement un volume extrêmement important. On peut faire une moyenne pondérée de 9 000 étudiants fois 1 000 € de frais de soutien aux études par mois et on peut se représenter ce que ça fait en termes de marge financière. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la France est le 2e pays d'accueil européen et le Cameroun le 6e pays d'exportation des étudiants africains sur la France. Alors, les études, nous le savons, pour ceux qui sont des parents et ceux qui ont des étudiants, les études en France et en Europe de manière générale coûtent extrêmement cher. La France recueille, rien que sur le seul domaine de l'accueil des étudiants internationaux, 5 milliards d'euros par an, ce qui est un montant considérable. Et sur ce financement des études, nous avons 5 principales sources d'approvisionnement pour les étudiants. Nous avons l'entourage familial qui pèse pour 53% des revenus dépensés. Nous avons les économies personnelles qui sont autour de 48%. Nous avons les aides diverses du gouvernement français qui sont effectivement autour de 46% des étudiants. Et nous avons des activités rémunérées, dont des jobs et toutes sortes d'autres activités qui sont autour de 34%. Et enfin, un petit résidu pour les bourses octroyées par le gouvernement français ou par du gouvernement des pays originaires de ces étudiants-là. Ok, bonjour. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications, Monsieur les directeurs généraux des entreprises et institutions, tous sous tutelle. Il a été demandé dans le cadre de la conférence annuelle des responsables des services centraux et extérieurs du ministère des Postes et Télécommunications que SUPTIC puisse présenter un travail sur l'ancrage de la formation des ressources humaines à SUPTIC dans le domaine de la régulation et de la réglementation du secteur des postes et des communications électroniques.
Pour ce faire, le plan de présentation est le suivant. 1. Contexte. 2. Les objectifs. 3. La présentation de l'offre de la formation aseptique dans les domaines de la réglementation, de la régulation et en 4. L'importance de la formation. Alors, en termes de contexte, le secteur est libéralisé avec la présence massive des opérateurs et des fournisseurs de services. La concurrence est imparfaite. C'est ça qui donne l'importance à la régulation parce que quand le marché est imparfait, il faut le réguler. Il y a les défis également de la mise en place d'une régulation appropriée donc et les défis d'assurer une régulation efficace. Les objectifs de la réglementation et la formation. Alors, nous allons nous appesantir d'abord sur la régulation. Elle permet d'assurer que le secteur fonctionne de manière optimale, de garantir la protection des intérêts des consommateurs, des autres parties prenantes de manière juste et équitable, assurer la crédibilité de l'entrée dans le marché, veiller au respect de la réglementation en vigueur par les opérateurs et les fournisseurs de services. Alors, la réglementation, quant à elle, a pour objectif de mettre en place les lois et les textes d'application dans le domaine des communications électroniques, de fixer les conditions juridiques d'exercice des activités économiques du secteur, la fourniture des équipements notamment, l'exploitation commerciale d'un réseau, la fourniture de toutes sortes de services transmis sur les réseaux de télécommunications. L'objectif de la formation est de permettre une plus grande compréhension des concepts économiques des changements et de la compétence dans le secteur en général et celui des télécommunications en particulier, permet de faire évoluer et d'accroître les performances professionnelles. Un employé formé aux pratiques de sa profession et à ses évolutions devient plus performant et permet à l'organisme employeur de rester compétitif dans son domaine d'activité. Alors, en termes d'offres de formation, nous allons noter qu'il y a d'abord un programme de spécialisation en master des entreprises, en administration des entreprises du secteur pour développer les concepts de base en économie et gestion des actifs du secteur, notamment les aspects relatifs au coût de production, au prix de vente, les aspects liés au concept de réglementation et de régulation, etc. Mettre à la disposition des apprenants tous les outils nécessaires pour une vision approfondie du marché, une meilleure analyse des meilleures opportunités, une meilleure analyse des changements résultant de la convergence des réseaux et mieux comprendre les meilleures pratiques en matière de détermination de coûts et de fixation des prix. En ce qui s'agit de l'offre de formation toujours, il y a la mise en place des unités d'enseignement pour le cycle licence également, l'objectif étant d'offrir à ces étudiants et aux professionnels d'enrichir leurs connaissances des nouvelles et meilleures pratiques en matière de technologie, de modèles d'affaires et une meilleure gestion des activités économiques. Parlant de l'importance, nous allons conclure par là. Il est à noter que la formation est fondamentale car la réglementation et la régulation nécessitent la compréhension et l'approfondissement des aspects du marché. Elle permet de développer l'esprit d'analyse critique du fonctionnement du marché et elle prépare également les ressources humaines dans le cadre de l'anticipation et l'évolution du secteur. Je vous remercie pour votre aimable attention.